On entend de plus en plus souvent parler de spéculation immobilière et de gentrification dans l'espace public, alors que plusieurs villes du Québec connaissent actuellement une flambée du prix de leurs immeubles. Afin de participer au débat, il est essentiel de comprendre les causes et les conséquences de ces phénomènes immobiliers, et bien sûr, d'en expliquer les nuances. D'abord, pourquoi on s'intéresse à la spéculation immobilière et à la gentrification? C'est parce que ça a une incidence directe sur le prix des résidences et des loyers. Et le logement, ça fait partie des biens fondamentaux de tous les êtres humains, comme la nourriture ou les vêtements. Or, la particularité avec le logement, c'est qu'il est à la fois un bien fondamental et un bien financier via l'immobilier. On l'a toujours dit, l'immobilier reste une valeur sûre quand on veut investir son argent. Selon le principe de l'offre et la demande, plus la demande de logement est forte, moins il y a de logements disponibles et c'est cette rareté qui permet aux propriétaires d'augmenter le prix des loyers. Ça va de soi. Mais la spéculation immobilière, ça va beaucoup plus loin. C'est quand les prix continuent à augmenter à cause d'un effet d'entraînement. Si les gens achètent et revendent toujours plus cher dans une certaine zone, on dit grosso modo, regardez tous les gens qui veulent acheter là-bas, vite dépêchez-vous d'acheter avant que ça ne soit trop cher. C'est pour ça qu'on parle d'une bulle spéculative. Une bulle spéculative, c'est une dynamique dans laquelle la hausse des prix se nourrit d'elle-même en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est la confiance dans le fait que les prix vont continuer à augmenter qui nourrit des acquisitions, puis qui elle-même fait en sorte que les prix continuent à augmenter. Et donc, c'est une situation dans laquelle on finit par observer un certain décrochage entre les prix de l'immobilier puis certains facteurs comme le salaire, les revenus, la capacité de payer des ménages. Et généralement, les bulles spéculatives finissent par éclater parce qu'elles atteignent leurs propres limites d'une certaine manière et souvent ça se manifeste lorsque des défauts de paiement, surtout sur des emprunts hypothécaires. Plusieurs facteurs peuvent expliquer les bulles spéculatives. D'abord, on retrouve des citoyens ordinaires qui font de l'immobilier un investissement personnel. Ces gens investissent leur patrimoine dans une résidence, triplex, maison, condo. Les gens ont de moins en moins accès à des fonds de pension, par exemple, ce qui fait en sorte que de plus en plus, on tend à leur présenter l'acquisition d'une petite propriété comme une manière d'en faire un objet de sécurité financière, tout en espérant que cette propriété-là continue de se valoriser, puis justement produise des revenus de retraite éventuellement. L'autre volet de l'explication, c'est que ces mêmes particuliers ont, depuis la fin des années 90, un accès accru au crédit. Donc, pour acheter, les banques prêtent beaucoup plus facilement qu'elles ne faisaient auparavant. Bon, tout ça, c'est des comportements normaux, de gens normaux qui veulent simplement rentabiliser leur investissement. Mais qu'arrive-t-il quand la spéculation immobilière devient plus planifiée? C'est là qu'on parle des flips immobiliers. Le but d'un flip, c'est de faire le plus gros profit entre l'achat et la vente d'un immeuble, et idéalement dans le moins de temps possible. Parfois, le flip peut être réalisé sur un immeuble vacant, mais d'autres fois, il y a des locataires dans l'immeuble visé. Dans certains cas, on va acheter un immeuble qui a besoin d'entretien avec des locataires qui paient un loyer assez faible dans un quartier à fort potentiel. Il est prévu qu'un propriétaire, dans la loi, puisse effectuer des travaux majeurs, rénover une cuisine, une salle de bain, puis que parfois même ces travaux-là nécessitent qu'on libère le logement, mais il n'est pas prévu que le locataire doive partir définitivement. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a souvent des rénovictions, par exemple, ou des travaux majeurs qui vont servir de prétexte ou en fait de motif pour faire quitter les locataires définitivement, puis ensuite libérer le logement pour permettre sa conversion en condo. Et c'est pourquoi? Parce que c'est assez rentable de faire ça. Donc, un logement qu'on louait 700-800 $ ou 1000 $ par mois, ce qui est déjà pas mal, on peut, dans le contexte actuel, aujourd'hui, ce même 3,5, le remettre en vente 300 400 000 $ selon les quartiers. Une fois qu'un locataire est évincé de son logement, c'est assez difficile de vérifier si les raisons invoquées par le propriétaire pour mettre fin au bail ou pour obtenir le départ du locataire étaient bel et bien celles qu'il avait en tête. La Ville ne fait pas de suivi là-dessus. La Régie du logement non plus, lorsqu'elle autorise une éviction, ne fait pas de suivi. On parle beaucoup d'étalement urbain ces temps-ci. Il ne faut pas oublier que la spéculation immobilière en est l'une des causes. Les prix sont si élevés dans les quartiers centraux que les gens doivent souvent se tourner vers la banlieue pour trouver la propriété qu'ils cherchent. Je pense que la situation actuelle
encourage l'étalement urbain parce que effectivement, pour le même prix, on peut obtenir en banlieue une maison beaucoup plus grande que ce qu'on trouverait dans certains quartiers. Et ça, c'est lié au fait que, justement, les nouveaux projets qui se construisent de condos sont de plus en plus petits. On parle de micro-condos, de logements style chambre d'hôtel dans le Griffintown, par exemple, et qui, finalement, sont en contradiction assez claire avec les objectifs des politiques municipales qui visent à ramener les familles en ville. Bien, la solution qui nous est la plus accessible, elle n'est pas révolutionnaire à ce point-là. On la connaît déjà. C'est le logement non marchand. C'est le logement qui est soustrait aux dynamiques spéculatives. D'abord, il y a le logement social, qui est entièrement détenu par l'État ou un organisme public. Puis, il y a le logement dit simplement abordable, qui est privé, mais en dessous de la valeur du marché. Puis, il y a le logement familial, qui est un logement abordable, mais suffisamment grand pour accueillir des familles. Parce qu'en plus de fournir du logement à faible coût, le logement social joue aussi un deuxième rôle pour le quartier. On prend un quartier, on construit un complexe de nouveaux condominiums, 20, 30, 40, 50 unités de logement. Tout ça, ça a un effet autour qui fait monter à la hausse les prix, l'évaluation foncière, donc des loyers, etc. Bien, construire du logement social, c'est exactement la même chose, mais à sens inverse. On construit des unités de logement social, mais autour, on va calmer les pressions inflationnistes. Ça va pas faire diminuer la valeur des maisons, ça va juste faire diminuer la cadence à la hausse. Même chose pour les loyers. La Ville de Montréal s'est aussi dotée récemment d'un droit de préemption en matière de logement social. Pour ce faire, la Ville a ciblé environ 300 lots dans des secteurs à risque de spéculation. Dès qu'un de ces lots est sur le point d'être vendu, la Ville peut décider ou non de l'acheter au même prix pour y construire du logement social. Il ne s'agit pas d'expropriation, mais bien d'une priorité à l'achat. Un autre indicateur de spéculation dans un quartier est le taux de vacance, c'est-à-dire la proportion de logements qui sont libres. Dans certains cas, les spéculateurs vont laisser des logements inhabités pour les louer sur Airbnb ou tout simplement parce que c'est plus facile. En outre, ça diminue le nombre de logements disponibles et ça fait augmenter le coût des loyers. En réponse à ce phénomène, certaines villes prennent les grands moyens. À Barcelone, un logement qui passe plus de 2 ans sans locataire devra obligatoirement être cédé à la ville pour la moitié de sa valeur. De quoi inciter fortement les investisseurs à trouver des locataires. On pourrait également imiter Vancouver et Toronto et imposer une taxe destinée aux acheteurs non résidents du Canada. En effet, le nombre croissant d'investisseurs étrangers est en partie responsable de la hausse de la spéculation, pour ce qui est du moins des grands centres-villes du pays. Bon, vous voyez que la spéculation, c'est pas si simple. Il y a beaucoup d'acteurs, c'est comme un jeu d'équilibre. Et vous voyez aussi qu'il y a des solutions qui, bien appliquées, peuvent satisfaire la plus grande majorité.